Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Alors que le Venezuela s'enfonce dans la crise politique, son économie menace de s'effondrer. Hyperinflation, pénurie alimentaire, malnutrition, extrême pauvreté. Le quotidien des Vénézuéliens est de plus en plus difficile. Délinquance et criminalité en hausse, émigration massive, fuite des investissements, corruption, fermeture des commerces. Eh bien, des dizaines de milliers de jeunes désertent les universités, préférant fuir le pays ou arrêter leurs études pour se consacrer à la survie de leur famille. De son côté, la classe politique s'enfonce dans un débat sans fin autour du référendum sur une destitution du président chaviste Nicolás Maduro. Plus de 3 ans après la mort de l'ancien président Hugo Chavez au pouvoir entre 1999 et 2013, le Venezuela est au bord du gouffre. Nos reporters Laurence Cuvillier et Mathieu Comin sont allés à la rencontre des Vénézuéliens. Caracas. Nous entrons en caméra cachée dans ce marché d'un quartier populaire. Ici, tous se livrent à une activité devenue illégale, la revente. Interdite par l'État pour limiter la flambée des prix. Aliments, produits d'hygiène, des articles de première nécessité devenus presque introuvables. Tu vends ton dentifrice? Tu veux l'acheter? Oui. Nous cherchons une perle rare, du sucre. Il est à combien votre sucre? 2700 bolivars. Nous n'en trouvons qu'un paquet dans tout le marché. C'est le seul que vous avez? Oui, c'est le seul. Nous devons débourser 27 des plus gros billets du pays pour l'acheter. Plus de 10% du salaire minimum mensuel. Le Venezuela exportait du sucre il y a encore quelques années. Maintenant, même les compagnies de soda n'en trouvent plus. Toutes les boissons affichent désormais la même mention, sans calories. Les marques ont fait faire une présentation différente de leurs produits pour faire comprendre aux clients que ce n'est plus le produit original. Que s'est-il passé pour que cette corne d'abondance latino-américaine se retrouve à la porte de la famine? Pour le comprendre, nous nous rendons dans l'état de Lara, autrefois la principale région sucrière du pays. Ça, c'est de la canne à sucre qui n'a pas été récoltée. Regardez, elle est toute sèche. Il n'y a plus rien à en tirer. Reinaldo a travaillé 17 ans comme employé de la centrale sucrière Pío Tamayo. Il a été mis à pied il y a 2 ans pour avoir dénoncé la corruption des fonctionnaires d'État dans l'entreprise. Tous ces champs, c'était de la canne à sucre. Mais il y a 2 ans, ils ont arrêté de produire. Et dans toutes les haciendas de la région, il s'est passé la même chose. Reinaldo a connu la centrale quand elle était encore privée. Puis sous Hugo Chavez, elle est passée aux mains de l'État. Au début, la nationalisation, c'était très bien. Par exemple, quand l'État a exproprié la centrale, on recevait nos salaires chaque mois. Et on générait de bons bénéfices. Mais c'est la mauvaise gestion, la mauvaise politique d'entreprise qui a tout gâché. Pour administrer cette corporation sucrière, on avait besoin au minimum d'un ingénieur agronome, quelqu'un qui connaisse la matière, qu'il sache ce qu'il faut faire. Mais ils nous ont mis un professeur d'université pour gérer une corporation qui générait des dizaines de millions de bolivars. Aujourd'hui, la centrale ne sert plus qu'à raffiner de la canne à sucre importée des pays voisins. Quand la centrale était privée, on était 324 employés en tout. L'État nationalise l'entreprise et on se retrouve à 800. Il y avait bien trop de personnel. Et c'est ça aussi qui a mené les entreprises à la faillite. Quant à Reinaldo et sa famille, ils survivent en offrant leur service de mototaxi. Ses 2 fils aînés sont diplômés d'administration. Ils ont arrêté leurs études pour aider leur père à nourrir la famille, péniblement. Regardez, c'est tout ce qu'on a pu préparer pour le repas. Une petite soupe de légumes, sans pain, parce que la farine
Si vous avez la chance de recevoir de la farine subventionnée par l'État, elle vous coûte 200 bolivars. Mais à la revente, ça monte à 2000 bolivars. Toute la famille était chaviste militante. Mais pour avoir dénoncé les abus des fonctionnaires, Reinaldo a été écarté du conseil local. Il a donc été rayé de la liste des bénéficiaires des aides alimentaires de l'État. Au Venezuela, critiquer le gouvernement coûte très cher. C'est une chose d'être chaviste, et c'en est une autre d'être madouriste. Vous en connaissez, vous, des madouristes? Et pourtant, ils ont l'air d'exister. Régulièrement, les rues de Caracas se partent encore de drapeaux rouges et de discours déconnectés de la réalité. Regardez, on est mieux que jamais ici au Venezuela. Personne n'a faim dans le pays? Non, personne n'a faim. Ce sont des mensonges. Écoute ma chérie, bien sûr qu'on a assuré la souveraineté alimentaire. Parce que grâce au président Maduro, on produit de tout. Et l'État nous le donne. Du maïs, des céréales, des légumineuses, on a tout. En avant Maduro, on est avec toi. Et rien ne nous vaincra, camarades. Mais il y a ce que montrent les médias pro-gouvernement et l'envers du décor. Ce jeune homme qui veut rester anonyme travaille dans l'une des principales entreprises publiques. Aujourd'hui, comme tous ses collègues, il a dû aller manifester. On est obligé d'y aller. Nos supérieurs nous donnent l'ordre et après ils nous surveillent. Ils font la liste de tous ceux qui y vont. Ils nous donnent un kit, un t-shirt rouge et un casse-croûte. Dans mon département, je dirais que 60% des employés sont chavistes et les autres, non. Mais tous doivent aller manifester? Oui, on y va tous. Rien que ces quelques phrases pourraient lui faire perdre son travail ou ses aides alimentaires. Et cette peur est palpable dans les rues de Caracas. Ils sont des centaines à attendre depuis la veille au soir devant ce supermarché. Personnes âgées, handicapées, jeunes mamans, tous sont logés à la même enseigne. Et tous ont les nerfs à fleur de peau. Et qu'a fait l'opposition? Rien, absolument rien. Le président, lui, au moins, il s'active. Un sujet est sur toutes les lèvres, le référendum révocatoire que l'opposition réclamait pour défaire Nicolás Maduro de la présidence. On veut le référendum. Et vous, vous êtes en faveur du référendum? Je ne sais pas. C'est délicat d'en parler? Moi, je ne veux pas de référendum. Je veux mon président. Et mon président va rester en place. Ce sont des mensonges. Personne ne veut de référendum. Tous, on veut tous le référendum. Regardez où on en est, il n'y a plus à manger. Les médicaments sont introuvables et ces files interminables. Depuis 1h du matin, il n'y a rien à acheter. Moi, j'ai pas peur. Derrière la grille, des voisins veulent interdire l'entrée à la foule pour se réserver les maigres réserves de la grande surface. Selmira devra encore attendre plusieurs heures sans garantie de pouvoir remplir son cabas. Alors depuis quelques mois, elle s'est organisée avec ses voisines. Des séances de troc pour se répartir les trouvailles des unes et des autres. Elle vient de m'échanger de la farine contre un peu d'huile. Ça faisait des semaines que je n'en trouvais plus au marché. C'est un produit de grande valeur et pour moi c'est un grand moment parce que ça faisait très longtemps que je n'avais plus de graisse pour cuisiner. Selmira et ses amis font pourtant partie de la classe moyenne. Mais elles vivent une forme inédite de pauvreté. Elles ont leur appartement, leurs bijoux et souffrent de malnutrition. Et si vous voulez du lait, imaginez-vous, le litre est à 8 000 ou 9 000 bolivars et ma retraite est à 22 000 par mois. Comment je fais? Le peu qu'on gagne passe dans la nourriture. On n'a plus aucun loisir. Aller manger une glace ou un chocolat, aller au cinéma, tout ça c'est fini.
On ne le fait plus jamais. La faim, le problème immédiat des Vénézuéliens. Mais pendant ce temps, le pays se désagrège en silence. Les bureaux du journal Tal Cual ont l'air presque vides désormais. Ils étaient 30 enquêteurs en début d'année, ils ne sont plus que 5. Le problème ? La pénurie de papier qui a frappé tous les journaux du pays. Regardez, sur cette infographie, on montre tous les journaux qui ont cessé de paraître. D'abord, ils suspendaient leur publication pendant les jours fériés, puis ils ont tout simplement arrêté leur tirage. Par exemple, El Carabobeño, qui était un des quotidiens régionaux les plus importants du pays, n'existe plus en version papier. Tal Cual est passé en début d'année de quotidien à hebdomadaire, puis de 32 à 24 pages. La petite équipe lutte pour la survie du journal. Le papier, c'est le gouvernement qui l'importe. Et c'est lui qui le gère. Il décide à quel média il va en vendre et à quel prix. Il y a des mesures restrictives. Ça a touché tous les journaux. Mais on remarque qu'il y a toujours plus de papier pour les médias pro-gouvernement que pour les journaux d'opposition. Dans les quartiers à dominante chaviste, les journaux pro-gouvernement se distribuent gratuitement et continuent de promouvoir une révolution bolivarienne triomphante. Alors que l'avenir du pays se fane à vue d'œil. Ceux qui en ont les moyens fuient le pays. Le gouvernement refuse de publier les chiffres de l'émigration, mais dans cet institut culturel brésilien, on a sa petite idée. Certains parlent d'1,2 million, d'autres disent qu'1,6 million Vénézuéliens ont quitté le pays. Et la plupart d'entre eux ont des diplômes universitaires. On perd tous ces jeunes talents qui auraient pu former la prochaine génération. Les chambres réservées pour les jeunes professeurs de portugais sont désormais vides. L'an passé, 4 professeurs sont rentrés au Brésil. 6 sont déjà partis cette année. Ivan sera le prochain sur la liste. Tu rentres aussi au Brésil, c'est ça? Oui. Bon, c'est normal. Après des années de bons et loyaux services comme professeur de portugais. Brillant étudiant, il pensait pourtant faire carrière comme professeur ici. Quand je suis arrivé il y a 4 ans, le pays allait mal. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Si tu te mets à comparer, tu voudrais revenir à cette époque où au moins tu pouvais penser que tu avais un futur. Aujourd'hui, le futur, ça se résume à aujourd'hui et demain. 80% des étudiants qui étaient avec moi à l'université sont partis. Si la faim tenaille les habitants en cette fin d'année, d'autres conséquences tout aussi graves de la crise ne seront visibles qu'avec le temps. Éducation, source d'emploi. Le chavisme finit sa course à bout de souffle, dans le pays où il avait pourtant promis des lendemains qui chantent. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite. Ils sont plus de 300 millions en Inde à ne pas avoir de compte en banque. Lorsque le Premier ministre Narendra Modi a annoncé en novembre dernier l'abolition de la vaste majorité des billets de banque, c'est plus du quart de la population qui a été écartée du marché d'un seul coup. Certains se sont ouverts des comptes en banque et peuvent aujourd'hui survivre en faisant des transactions en ligne, mais d'autres n'ont pas eu la même chance. Je vous propose ce reportage signé Alban Alvarez et Suyash Srivastav. Depuis un mois, pas une banque n'y échappe. Chaque agence, chaque distributeur de billets est assailli par des Indiens en manque de liquidité. Le 8 novembre, à la surprise générale, les coupures de 500 et 1000 roupies, 85% des billets de banque ont été retirés de la circulation. La population est en colère, des policiers sont présents pour éviter les débordements. On s'arrange toujours pour qu'un membre de la famille soit en train de faire la queue. Et malgré tout, on ne réussit pas à sortir de l'argent. Ça fait 2 jours qu'à cause de ça, je ne vais pas travailler. But de cette mesure draconienne, forcer les Indiens à déclarer l'argent sale et à le placer dans des comptes bancaires. En Inde, 78% des transactions étaient réalisées en liquide, la plupart non déclarées.
Combien d'argent voulez-vous échanger, monsieur? Mais depuis un mois, le pays tourne au ralenti. Les nouveaux billets tardent à arriver dans les distributeurs. La pénurie de grosses coupures pénalise les 300 millions d'habitants qui n'ont pas de compte en banque. Bonjour, nous voulons ouvrir un compte en banque pour mon mari. Vous avez une pièce d'identité? Vous vivez ici? Débordée par l'afflux de clients, cette banque a installé un comptoir temporaire dans la rue afin d'aider les plus démunis. Les banques reçoivent énormément de clients. Avant, nous pouvions en avoir une centaine par jour. Aujourd'hui, nous devrions en avoir 5000. Je n'ai jamais eu de compte en banque. La démonétisation nous cause beaucoup de problèmes ces jours-ci. J'ai entendu dire qu'on pouvait ouvrir un compte bancaire, alors je suis venu ici. Cet ébéniste souhaite lui aussi s'ouvrir un compte. Mais les banques refusent, faute de carte d'identité valide. Ajoute un peu de jaune ici. Cela aidera à couvrir les sections noires de la chaise. Pour envoyer de l'argent liquide à sa famille et rester au village, il passe par un intermédiaire. Mais le prix demandé a été multiplié par 10. Si j'avais eu un compte en banque, j'aurais pu déposer et transférer mon argent. Mais je n'en ai pas et ça me cause beaucoup de problèmes. C'est l'ensemble de l'économie qui est touché. Les grandes transactions comme les petites. La situation paralyse et inquiète les économistes. L'Inde pourrait perdre 1 point de croissance. Si le problème persiste pendant plus d'1 mois, 1 mois et demi, ça deviendra irréversible. Parce que plusieurs entreprises ne seront plus rentables. Elles ne seront plus capables de payer leurs dettes. La situation des entreprises les moins performantes de l'économie indienne pourrait s'aggraver dangereusement. En attendant la fin des interminables files d'attente, des applications apparaissent, comme celle de Book My Chotu, qui permet d'engager quelqu'un pour faire la queue à votre place en échange de quelques roupies. En général, les habitants de Delhi passent 4 à 5 heures par jour dans les transports et travaillent entre 8 et 9 heures. Ils n'ont pas le temps d'attendre dans la queue. Avec notre service, ils n'ont qu'à payer un petit montant pour s'éviter bien des ennuis. Mais les plus grands bénéfices reviennent à Paytm, une entreprise de transactions en ligne. Elle permet de faire des achats avec un simple téléphone portable. Ce fleuriste a perdu la moitié de son chiffre d'affaires parce que les gens ne peuvent plus payer en liquide. À court de solutions, il se fait aujourd'hui installer l'application. Le client n'a qu'à présenter son téléphone devant le code qui s'affiche, indiquer le bon montant et payer. L'argent sera ensuite transféré dans votre compte. Juste avec le portable? Oui. Un saut de géant auquel beaucoup ne sont pas encore prêts, comme ce marchand de fruits et légumes. J'ai installé Paytm pour les clients, mais j'ai besoin d'argent liquide pour payer les cultivateurs. Ils n'utilisent pas cette application. Ils veulent uniquement des billets. Le chaos devrait continuer. Plusieurs experts doutent de l'efficacité de cette mesure et croient que l'essentiel de l'argent sale est à l'abri, caché dans des comptes à l'étranger. Au Maroc, les autorités multiplient les mesures pour barrer la route au fondamentalisme religieux. Défenseur d'un modèle d'islam tolérant, le Maroc, avec à sa tête Mohamed VI, a opéré un vaste dépoussiérage de l'enseignement religieux dispensé à l'école publique. Car si le royaume fait figure d'îlot de stabilité dans une région en proie au radicalisme religieux, il fournit aussi l'un des plus gros contingents de djihadistes. Plus de 1500 Marocains combattraient en Syrie et en Irak. Rencontre avec des professionnels d'enseignement et des élèves marocains pour prendre le pouls de cette nouvelle réforme hautement symbolique au Maroc. C'est un reportage signé Sarah Doublier et Jean-Marie Lemaire. 7 millions d'élèves sont concernés par la réforme de l'enseignement religieux. Du calme, s'il vous plaît. Dans ce collège de Casablanca, leçon d'instruction islamique pour ces jeunes âgés de 12 à 13 ans. 2 heures de cours hebdomadaires où sont dispensés les grands principes de l'islam, religion d'État au Maroc. Abdelkrim Ben Messaoud enseigne cette discipline depuis 20 ans à l'école publique. Selon lui, l'entrée en vigueur de la réforme et la distribution des nouveaux manuels ont simplifié l'enseignement de la matière.
Le manuel a connu une grande réduction puisqu'il est passé de 50 à 24 leçons, ce qui équivaut à environ la moitié. C'est ce qui a permis d'insuffler une force à l'enseignant pour qu'il puisse mieux expliquer et pour que l'élève puisse également assimiler de la meilleure des façons. Effectivement, l'élève est beaucoup moins fatigué qu'il ne l'était auparavant. Avant, nous avions beaucoup plus de mal. Ça me permet de comprendre ces leçons plus rapidement. Il y en a moins, donc je les intègre mieux. Et ça facilite la compréhension. Mise en place en 7 mois, un temps record, cette réforme voulue par le roi a été menée au pas de charge par Fouad Chafiki. La refonte des programmes d'instruction religieuse, expurgée des passages jugés trop violents, avait un objectif bien précis. L'éducation islamique est une discipline scolaire. Ce n'est pas une prédication. La prédication, sa place c'est dans la mosquée. On sait qu'il y a des choses dans la religion, dans les sciences religieuses, qu'on ne peut pas enseigner aux enfants. Il faudra attendre. Il y a des choses qui sont très contextualisées, qu'on ne peut peut-être aujourd'hui plus enseigner, parce que le contexte a changé. Le contexte social, le contexte culturel, etc. Donc il fallait travailler sur un schéma pédagogique qui permettait tout d'abord d'enseigner à l'enfant, selon chaque âge, les choses dont il a besoin. Pourtant, la réforme n'a pas fait l'unanimité. Le changement de nom de la matière, qui devait passer d'éducation islamique à éducation religieuse, a été abandonné devant l'opposition d'une partie du corps enseignant. Ce qui a caractérisé ce changement, en plus que sa brutalité, c'est qu'il n'y avait pas de discussion. Nous, les acteurs et les intéressés de ce changement, on ne comprend pas pourquoi on va changer. Pourquoi on va changer cette appellation qui est datée des décennies. Au-delà d'une mesure symbolique controversée, au collège Ahmed Aymer, on se réjouit de la simplification des manuels. Ah oui, plus simplifié. C'est plus clair, plus explicite, que ce soit au niveau de l'analyse ou des illustrations. Et bien sûr, le Coran, c'est pas à la portée de tout le monde, c'est difficile à comprendre. Il y a une partie de la leçon où le professeur explique le vocabulaire, il choisit les mots-clés qui bloquent la compréhension du support, et il appuie fort. On apprend, d'après les instructions religieuses, comment doter l'apprenant de certaines instructions civiques modérées, et par la suite, ça va se traduire dans son comportement quotidien. La modernisation de l'enseignement religieux, nouvel instrument du Maroc pour se prémunir de l'islam radical, mais aussi inculquer aux jeunes Marocains les valeurs de civisme et de vivre ensemble. Le Nigeria traverse une récession accélérée par la reprise des attaques contre les installations de pétrole dans le delta du Niger. 1600 oléoducs ont déjà été vandalisés depuis janvier 2016. La deuxième puissance économique africaine accuse une chute de production de son or noir de 21,5%. Les autorités tentent de mettre en place un dialogue avec la société civile et des représentants de groupes rebelles depuis plusieurs semaines. Moïse Gomis s'est rendu dans l'état du Delta, dans le sud du Nigeria. Il est allé à la rencontre de communautés vivant sur ces territoires riches en pétrole et en gaz. Chaque matin, Fef Aforigo vient faire la mise en place de sa boutique. Nous sommes à Warri, la capitale de l'état du Delta. Fef est ingénieure pétrolière, diplômée d'une université en Angleterre. Elle est au chômage depuis plus d'1 an. J'ai accumulé de l'expérience et de la pratique à l'étranger. Et je reviens dans mon pays en me disant que mes connaissances acquises au Royaume-Uni, que tout ça allait être utile ici. Et en fait, rien. On ne me donne pas ma chance. Aucune entreprise de pétrole ne m'accepte. Et comme Fef, plusieurs centaines de milliers de jeunes du delta du Niger n'ont pas accès aux emplois liés à l'industrie du pétrole et du gaz. Sur ce territoire, des grandes multinationales opèrent aux côtés de la compagnie pétrolière nigériane. Ici, beaucoup de gens disent ne pas voir les retombées de l'or noir. C'est le cas notamment de certains membres de la communauté Ishikiri, un peuple natif de l'état du Delta. La voie de la non-violence, c'est celle choisie par Collins Edema.
Il préside l'Association nationale des diplômés Ishikiri. Cette organisation se bat pour une meilleure insertion professionnelle de ses membres et améliorer les conditions de vie de la communauté. C'est aussi une de ses priorités. Comprenez que par des méthodes pacifiques, on peut réussir à bloquer ces compagnies pétrolières, les forcer légalement à fermer. Mais pour ça, il faut aller à la Haute Cour fédérale de justice, obtenir une interdiction administrative qui les empêche de poursuivre leur exploitation tant qu'ils ne s'attaquent pas aux vrais problèmes. Parce que nos terres ici, qui sont vitales pour ceux qui y habitent, ceux qui en vivent, ces terres sont lourdement polluées à longueur de journée. Cette rivière mène vers plusieurs champs de pétrole de l'état du Delta. Faute de routes praticables, il faut parfois naviguer durant 6 heures pour rejoindre certaines localités. Accompagné par des membres de son association, Collins Edema doit rencontrer 3 communautés. Mon objectif avec ce voyage, c'est de récolter informations et témoignages à la source. Je veux mieux connaître les conditions de vie dans ces communautés qui vivent aux abords des exploitations pétrolières. Je veux mieux connaître ce qu'endurent les gens qui vivent sur place. À quelques encablures du golfe de Guinée, Escravos, une des localités majeures du pétrole nigérian. Escravos regroupe 5 villages où vivent 150 000 habitants. Jusqu'au XVIIIe siècle, c'était un port de départ d'esclaves vers l'Amérique. Aujourd'hui, Collins et sa délégation sont accueillis par un collectif de jeunes. En août dernier, ces jeunes ont bloqué pendant plusieurs jours les opérations de Chevron. À l'extrémité de cette plage se trouve le terminal d'Escravos, le site d'exportation de la multinationale au Nigeria. Lorsqu'un habitant ici tombe gravement malade, il ne peut jamais accéder à la clinique moderne qui est installée sur leur site. Chevron nous avait pourtant promis de construire une ville moderne, mais il n'en est rien. Dans ces cabanons en tôle, beaucoup rêvent d'un contrat chez Chevron ou chez l'un de ses sous-traitants. Plusieurs centaines de milliers de barils de pétrole transitent tous les jours via ces installations. En quittant Escravos, nous longeons les plateformes pétrolières de la compagnie américaine avant de rejoindre Délé à moins d'1 heure en bateau. Ce village s'est d'ailleurs vidé de ses habitants car peu d'entre eux supportent les conditions de vie. Ces femmes nous emmènent devant l'unique dispensaire du village. Je suis tellement en colère. Parce que ce centre de santé ne sert à rien. Rendez-vous compte, quelqu'un est venu et a construit soi-disant un dispensaire, mais en fait c'est juste un bâtiment. Il n'y a ni personnel de soins, ni médicaments. C'est nul. Des projets abandonnés comme celui-ci sont nombreux dans les villages du delta du Niger. Bien souvent financés par l'industrie du pétrole et du gaz, ces actions sont portées par des structures locales. Sollicité, Chevron a refusé de répondre sur ses actions dans le delta devant la caméra de France 24. En revanche, un cadre de la multinationale a reçu l'association des diplômés Ishikiri. Lorsqu'on leur soumet un problème, les gens de Chevron disent systématiquement qu'ils vont y regarder de plus près. Mais à peine vous avez quitté la pièce, ils vous oublient. Chevron a déjà passé plusieurs protocoles d'accord avec nous, le peuple Itsekiri, mais ils ne les ont jamais honorés. J'espère que ce rendez-vous débouchera enfin sur quelque chose d'un peu positif pour nous. L'association a suspendu son mouvement de protestation contre Chevron. Néanmoins, Collins Edema se dit prête à tout relancer si leur principale revendication n'est pas entendue. Le retour du siège de Chevron dans le delta du Niger et des emplois pour des diplômés Ishikiri. Allez, je vous propose de rester des nôtres. On se retrouve après ceci. Située en Picardie, l'abbaye royale de Chalice abrite une roseraie d'exception, un temple dédié aux roses anciennes, composé d'une centaine d'espèces, certaines remontant au Moyen-Âge. Depuis 15 ans, les plus grands amateurs de roses se réunissent chaque année à Chalice pour célébrer la fleur préférée des Français. Reportage. Tout le règne végétal, je pense que la rose est la fleur qui parle le plus à l'âme humaine, tout au moins à l'âme occidentale.
Nous avons le lotus qui parle aux orientaux, nous ne parle pas tellement, mais la rose c'est quelque chose, on ne sait pas pourquoi, mais vraiment qui nous impressionne par sa beauté, par son parfum. C'est une fleur pour laquelle l'engouement ne faiblit pas. On en dénombre 40 000 variétés dans le monde entier. En France, elle a son temple dans les jardins de l'abbaye royale de Chalice, en Picardie. Voici cette petite églantine. On découvre une couleur rose pâle à l'intérieur de la fleur. Et dès qu'on la retourne, oups, c'est une couleur rose soutenue. C'est une petite magie. Pour veiller sur cette roseraie unique dédiée aux roses anciennes, André Gamard. Il a dessiné ce potager aux formes géométriques il y a près de 20 ans. Son jardin accueille une centaine de variétés dont certaines remontent au Moyen-Âge. Ce qui est très intéressant, c'est toute la beauté du rosier ancien, c'est l'évolution des teintes au cours de la végétation. On va avoir ici des petits bourgeons vraiment très orangés et au fur et à mesure du vieillissement, on va arriver sur des abricotés un petit peu chamoisés pour terminer sur des teintes presque ivoires. C'est comme un tableau, il y a énormément de nuances. Et dans une rose moderne, vous n'aurez jamais ces nuances. Vous avez l'impression d'une fleur qui est peinte. La rose, c'est d'abord une passion française. N'oubliez pas qu'au XIXe siècle, les Français étaient passionnés de roses. Et c'était des amateurs qui, dans leur jardin, dans des pots de fleurs, faisaient eux-mêmes les obtentions et créaient les nouvelles variétés. Qui fait que jusqu'en 1914, la France était le premier obtenteur mondial de roses. C'était d'abord tout ce travail, toute cette inventivité, cette recherche, cet esprit de découverte. On ne savait pas ce qu'on allait obtenir, mais on recherchait. Et c'est comme ça qu'on a découvert des variétés très très intéressantes. Cette roseraie fut créée à la mémoire de Nelly Jacquemart-André, l'ancienne propriétaire du domaine, décédée en 1912. À l'époque, cette riche bourgeoise, éprise d'art, souhaitait faire de Chalice un écrin de beauté contre la laideur du monde. Ça, c'est un Paul Noël, c'est un rosier de 1910. Vous voyez, c'est l'époque de Madame Jacquemart-André. C'était ces fameux rosiers souples qui permettaient d'habiller des colonnes. On les avait découverts à cette époque-là, à peu près fin du 19e siècle. Ils viennent du Japon, ce sont des hybrides de multiflora. Une variété donc très très parfumée, parfum de rose thé, très très subtil, épicé, sucré. Au 19e siècle, l'homme croise les espèces et façonne la rose à son goût. Les roses jusqu'au XVIIIe siècle ne fleurissaient qu'une fois dans l'année. Et puis sont arrivés par les voyages botaniques, les découvertes, les roses de Chine. On s'est aperçu que l'on pouvait obtenir des roses qui remontaient, des roses remontantes. Mais tout ça, ça a conduit quand même à un affaiblissement du genre. Et on continue à faire beaucoup, peut-être trop d'hybridation, parce qu'on veut lui faire dire ce qu'elle ne peut pas dire. Par exemple, on veut des roses bleues, ça n'a pas de sens. Depuis 15 ans, au mois de juin, venus de toute l'Europe, 120 artisans de la rose se réunissent dans le parc de l'abbaye. Ils y exposent leurs nouvelles créations, comme Jeanlin Lebrun. Voici Rosée de lune, qui capte les gouttes de rosée de la nuit. Elle est toute fraîche, toute parfumée également. Petite reine. L'histoire de la rose, c'est d'abord le rosier sauvage qui a été trouvé par les botanistes, par les voyageurs, qui l'ont ramené dans leur jardin et qui ont commencé à la domestiquer. Surtout en Europe, à partir du Moyen-Âge. D'abord, on a domestiqué la rose pour son pouvoir médicinal. Bon, ça, c'était le Moyen-Âge. Et ensuite, c'était pour le parfum, avec l'influence des roses de Damas, qu'on a ramené des croisades. Et puis après, c'est devenu la fleur ornementale pour le jardin, vers le 19e et le 20e siècle. Chaque année, dans sa pépinière du Pas-de-Calais, Jeanlin Lebrun invente une nouvelle rose. C'est à Chalice qu'il la révèle au public. Ça, c'était une petite merveille dont je suis fier car c'est une de mes créations. Et là, il s'agit de aquarelle. Alors là, il faut s'approcher tout doucement et découvrir cette corolle qui s'est ouverte ce matin. Avec ses petits coups de pinceau rose sur le pétale. Donc cette rose est née cette nuit. Et demain, il y en aura 3 ou 4 autres nouvelles. Sur sa dernière création, il a travaillé durant 10 ans pour obtenir un rosier grimpant aux nuances de corail et de fuchsia.
La chose la plus importante pour beaucoup de monde, c'est le parfum. C'est un parfum moderne, un peu fruité. C'est un rosé quasi parfait. Et d'ailleurs, le travail de créateur, c'est de chercher la perfection et de ne jamais la trouver. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Alors que nos partenaires de France 24 ont soufflé le mois dernier leurs 10 bougies, nous vous proposons ce soir de découvrir les coulisses de la chaîne internationale d'information. Nous irons également à la rencontre de leurs grands reporters pour revivre les plus grands moments de la chaîne. Bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro spécial de 7 jours en France. Exceptionnellement, c'est ensemble que nous vous présentons cette émission pour une raison bien particulière, les 10 ans de France 24. Et à cette occasion, nous allons vous emmener visiter les coulisses de la chaîne. Suivez-nous. France 24 émettait pour la première fois le 6 décembre 2006. Et on va commencer par revenir sur ces 10 années écoulées qui ont fait de France 24 la chaîne qu'elle est aujourd'hui. « 6 décembre 2006, 20h30 heure de Paris, la France lance sa toute première chaîne d'actu internationale et multilingue. Son slogan, au-delà de l'information. Une télévision en 3 langues, en français, en anglais et en arabe. La chaîne arabophone émettra quelques mois plus tard, d'abord avec 4 heures de diffusion, puis 10, puis 24. Juste à temps pour couvrir le printemps arabe de 2011 et se tailler une solide réputation. La chaîne est aujourd'hui la plus regardée en Tunisie, là où le mouvement populaire avait commencé. En 2008, France 24 fusionne avec les radios Monte Carlo Doualiya et RFI et devient leader en Afrique francophone. Au fil de l'actualité, son réseau de correspondants se développe. Aujourd'hui, ils sont 150 à vous faire vivre les mouvements du monde en temps réel. En 10 ans, sa portée s'accroît. Et France 24 touche aujourd'hui 315 millions de foyers à travers 180 pays. S'ajoute à cela son site internet, suivi par plus de 17 millions de personnes sur Facebook. Alors merci de nous suivre depuis 10 ans. Et nous sommes maintenant dans l'un des 5 studios de France 24, celui où vous est présenté chaque jour Paris Direct. Et si vous vous demandez comment fonctionne un journal télévisé, comment il est réalisé, préparé, eh bien regardez ce reportage qui va vous emmener de ce plateau jusqu'en régie. Bonjour tout le monde. 7 heures, l'heure du ravalement de façade, première étape. Elisabeth, quand elle arrive, on doit mettre à peu près un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'elle doit travailler après, elle doit vite... Elle est sympa. Allez, au boulot. Salut Valérie. Salut Elisabeth. Attends, je vais regarder comme ça, je vais donner les chiffres. Non. Donc on ouvre avec une infographie, on aura les résultats. Oui, ouais, alors... Un premier titre factuel. Ouais. Et un second, genre... Maintenant qu'ils ont gagné, chacun a choisi son camp. The second round of the primaries is... Sarah, on se rapproche du duplex Washington, tu vas le prendre quand, toi Au programme aujourd'hui, donc c'est l'attente des résultats définitifs, plus tard dans la matinée. En termes d'invités, il faut faire quelque chose sur qui est Fillon. Vous avez Virginie à 11h, à 13h vous aurez Karima Kiki et Thierry Florent de retour de Mossoul. J'ai reçu de nouvelles des réactions là, de nouvelles réactions de Parisiens. Augmenter le temps de travail, supprimer l'ISF et faire reculer l'âge de la retraite. On est à 2 minutes de l'antenne là. On est un peu à la bourre. Bonjour à tous. Allô la prod, est-ce qu'on a notre duplex avec Washington? Oui, tu l'as dans ton regain. Alors vous voyez, on est sur le plateau de news, on est à peu près à 1 minute, 45 secondes même de l'antenne, on est parti pour 10 minutes de journal.
3, 2, 1. La spécificité de France 24 dans le paysage audiovisuel français, c'est de mettre l'accent sur l'actualité internationale. Et cela suppose d'avoir des correspondants un peu partout dans le monde, mais aussi une équipe de grands reporters rompus au terrain difficile et capables de se rendre très vite là où se déroule un événement. Et nous leur avons demandé ce qu'ils retenaient de ces 10 années de reportage. Ça vous paraît bizarre, mais c'est ça, c'est mon câble porte-bonheur. Depuis 10 ans, j'utilise le même câble réseau, parce qu'il faut savoir que dans notre métier, les transmissions, c'est un cauchemar, et que jusqu'ici, j'ai toujours réussi à envoyer mes sujets, parce qu'on peut faire le meilleur sujet du monde, s'il n'arrive pas à Paris, il sert à rien. C'est super pratique d'avoir un foulard en général en reportage. Dans une manif, s'il y a de la lacrymogène, on peut se protéger. Si on a besoin d'être décent dans un endroit, dans un lieu de culte, on le met sur la tête. Mon couteau suisse, il me sert à bricoler, il me sert parfois à manger, il me sert vraiment à tout le temps, quel que soit l'endroit, quelle que soit la mission. C'était le 13 novembre parce que la première attaque s'est passée en bas de chez moi, donc j'étais directement sur le terrain, que j'ai vu des scènes de guerre en bas de chez moi, qu'on n'a pas l'habitude de voir à Paris, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Julie, où vous trouvez-vous exactement? Qu'est-ce que vous avez pu voir? Écoutez, je suis arrivée il y a quelques instants face à ce café-restaurant qui s'appelle Le Carillon. Récemment, c'est mon tournage en Syrie, et notamment à un moment où il y avait une voiture piégée qui fonçait directement vers nous. À ce moment-là, c'est un moment inoubliable, ça c'est sûr. Tirez sur cette voiture! En Indonésie, sur l'île de Sumatra, avec un orang-outan. 2 jours dans la forêt primaire à chercher cet orang-outan, enfin un orang-outan, et on finit par le trouver le dernier jour, à la dernière heure. Et c'était évidemment le dernier moment, si on n'avait pas cette image de l'orang-outan, on n'avait pas de sujet. Et j'ai passé 20 minutes à le courser dans la forêt, il a fini par me semer en traversant un ravin. La rencontre qui m'a le plus marqué et qui, à ce jour, je me souviens du nom de cet homme et de son visage, c'est un homme qui s'appelle Lagwawi Lodjore. C'était un reportage sur la famine en Afrique de l'Est, une fois de plus. Et cet homme-là était littéralement en train de mourir de faim, avait regardé sa femme mourir de faim, et il m'avait emmené sur la tombe de sa femme. Et pour la première fois de ma carrière, j'ai pleuré derrière ma caméra. En Libye, je me suis retrouvée à l'abri sous un escalier et des obus ont explosé à quelques mètres de moi. Ou la fois où j'ai fait un direct et les balles sifflaient au-dessus de ma tête. Ça veut dire qu'elles sont vraiment très proches. Bizarrement, ce n'est pas du tout en zone de conflit. C'était en Tunisie, au moment du départ de Ben Ali. Normalement, dans le b.a.-ba de notre métier nous dit de jamais, de tout faire en tout cas pour éviter de se retrouver coincé entre la police et les manifestants. Ça, voilà, ça nous est arrivé, on s'est retrouvés dans cette situation-là, et donc l'accompagnateur, il m'a tiré dans un sens, on s'est retrouvés vraiment bloqués et on étouffait. Je me suis dit, voilà, on va y passer. De me retrouver sur une île déserte au large de l'Australie, sur la Grande Barrière de Corail, tourner 20 minutes, avoir la caméra qui tombe en panne, et là, le paradis se transforme en enfer, et devoir terminer le tournage comme je peux, avec une GoPro et une caméra amateur. C'était dans le désert du Grand Sud libyen, où, avec une collègue, nous avons été poursuivis par un homme d'une tribu locale qui était tombé amoureux d'elle, qui nous a poursuivis sur des centaines de kilomètres dans le désert avant de nous rattraper dans une maison qui était censée être sécurisée, puis de nous menacer de mort et de lui écrire des lettres d'amour. Enfin, c'était incroyable, c'était digne d'un roman, et c'est arrivé en vrai. Et parfois, c'est vous, les téléspectateurs, qui nous rapportez les histoires les plus extraordinaires. Et depuis longtemps, à France 24, nous mettons en avant des vidéos amateurs filmées dans le monde entier. C'est l'émission phare de France 24, Les Observateurs. Une équipe de journalistes dédiés récupère vos vidéos, les vérifie et vous les présente chaque semaine. Nous avons sélectionné quelques-unes des histoires qui nous ont le plus marquées.
Le premier grand test pour les observateurs, c'était en 2009, après la présidentielle en Iran. Donc Ahmadinejad, il a expulsé tous les journalistes étrangers et notre seule source d'information, c'était les vidéos qui étaient postées sur YouTube. Fin 2010, on a eu le début du printemps arabe. Mohamed Bouazizi s'est immolé dans la ville de Sidi Bouzid en Tunisie. Il se trouve que nous avions déjà un observateur dans la ville. Il nous a raconté tout ce qui s'était passé ce week-end-là et ça nous a permis de documenter le tout début du printemps arabe. Nous en sommes très fiers. Voici une histoire d'Alexandre Mulongo, un de nos observateurs en RDC. Il nous a parlé d'une arnaque par la police chez lui à Lubumbashi. Il nous a envoyé des photos de la police en train d'utiliser des herses pour intimider des conducteurs en les menaçant de leur crever les pneus s'ils refusent de payer une amende. Et ça a eu un impact sur le terrain. Quand on en a parlé sur France 24, ça fait boule de neige, tout le monde en parlait, ça a poussé la police à changer de méthode. Et c'était une réussite. Une partie de notre travail, c'est la vérification des images amateurs. Nous voyons beaucoup d'images fausses, surtout par rapport aux migrants en Europe. Voici un exemple d'un site d'extrême droite. Ils disent que cette photo montre des musulmans en Suisse en train de brûler un drapeau suisse. En fait, elle a été prise il y a 10 ans au Pakistan. Elle montre un drapeau danois et pas suisse en train d'être brûlé par des manifestants après la publication par un journal danois des caricatures du prophète Mahomet. Et c'est dans cette salle qu'on termine cette émission, cette salle de montage où chaque semaine est préparée 7 jours en France. Et les monteurs enlèvent, il faut bien l'avouer, tous nos ratages, mais ils ont été soigneusement collectionnés pour ce bêtisier. Ah! Et parfois, c'est vous, les téléspectateurs, qui nous rapportent. La grande spécificité de France 24, c'est de... C'est quoi déjà? C'est compliqué, j'ai 2 phrases. Alors Retiens de ces 10 années de grand reportage. Je regardais la cam 3, celle que tu m'as dit, celle-là. Celle de droite, celle qui est rouge. Celle-là. Ah, celle qui est rouge. Évidemment, je me plante. Paf. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. Et n'hésitez pas non plus à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et je vous dis très bonne soirée.